Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast HK, le podcast qui donne de la voix aux histoires et aux anecdotes du groupement Esto Klienkov. Pour ce second épisode de podcast HK, j'ai le plaisir d'avoir interviewé Olivier Esto. Cet épisode a été tourné fin novembre à Rennes, rue de Nemours, dans un magasin qui, vous le comprendrez, est emblématique pour Olivier. Je vous souhaite une belle écoute à toutes et à tous. Bonjour Olivier. Bonjour Hugo. Alors merci Olivier, merci de m'accueillir dans cette salle de réunion rue de Nemours à Rennes et merci aussi de m'accorder du temps qui je sais t'est cher. Et pour bien commencer ce podcast, je vais te demander de te présenter en 2 mots Olivier s'il te plaît. Bonjour à tous. Alors me présenter, en 2 mots ça va être un petit peu juste, je suis un peu bavard. En 2 mots, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants, Victor et Margot, et une chère et tendre épouse, Hélène, qui m'accompagne et qui me suit, qui me supporte. Je suis un ancien cavalier, j'étais en équipe de France. Les chevaux ont beaucoup compté pour moi dans ma vie. Ils m'ont aidé je pense, à devenir ce que je suis aujourd'hui. Il faut apprendre sans arrêt à composer avec l'animal, être en duo. Et j'ai vécu des belles émotions avec les chevaux. Et puis, je suis un pur breton, pure souche. Je suis attaché à ma Bretagne. Je suis attaché aussi à la rue où on est là aujourd'hui, la rue de Nemours, où mes parents étaient charcutiers auparavant. Donc, pour moi, remettre le nom dans la rue est pour moi une belle fierté. Donc, voilà comment je pourrais me présenter. Et puis, plus ça va, plus j'ai un besoin d'être à la mer. La mer me fait du bien, les plantes me font du bien également. Donc voilà, si je pouvais me présenter en 2 mots, voilà ce que je pourrais dire. J'ai peut-être oublié l'essentiel, je suis un épicurien. Alors pour compléter ta présentation, comment définirais-tu Olivier Esto, l'opticien cette fois-ci ? Alors quel opticien je suis ? D'abord, le métier d'opticien, j'ai souhaité le faire dès l'âge de 13-14 ans. C'était soit ce métier-là, soit prendre un peu la suite des parents et créer une salaison et donc partir dans l'alimentaire, un peu être dans les créneaux du traiteur ou de la sandwicherie type un petit peu à l'époque, c'était les débuts de l'Eau-du-Uf, la brioche dorée. Donc je suis parti dans ce métier qui m'a passionné tout de suite. Le magasin où je suis là, j'avais été voir Monsieur Bourgeois, j'avais 14 ans, je me souviens. Il y avait déjà à l'époque Jean-François qui travaillait ici. Et je les avais rencontrés et j'avais dit je voudrais faire ce métier-là. Monsieur Bourgeois m'avait dit Olivier, le métier est foutu, ne fais pas ce métier. Mais bon, j'étais déterminé, j'avais quand même envie de faire ça. Donc je suis parti sur Paris faire mes études à l'ESOP. Ensuite, je suis resté encore sur Paris parce que je voulais continuer à apprendre des choses. Donc, en parallèle, j'ai continué par une maîtrise de commerce marketing à l'ICSV, le master d'optométrie et j'ai travaillé chez Grand Optical, Forum des Halles, où j'ai appris à tout ce qui était monture mode, tendance. Et puis ensuite, travaillé chez Lissac, rue de Rivoli, où là, j'ai eu la chance de travailler et d'être le disciple de Jean-Pierre Bonnac, qui vraiment a été un grand homme du monde de l'optique en France. En parallèle, j'ai travaillé chez Precedence, en stagiaire tous les mercredis, pour découvrir à l'époque les lentilles progressives, et puis on faisait également de l'orthoca. Voilà comment je suis arrivé dans l'optique. Oui, donc quasiment une conviction de ta part que celle de devenir opticien. Quel est l'aspect justement du métier qui t'a le plus attiré ? C'est le fait d'être professionnel de santé ou plutôt celui d'être à proximité du client au quotidien ? C'est exactement ça. C'était le côté rendre service aux gens, s'occuper d'eux, faire le mieux pour eux, être à leur écoute. Je trouvais ce métier-là, ça a été comme pour moi un aimant. J'ai dit ça me plaît vraiment. Alors on dessine un petit peu mieux la personne et l'opticien que tu es. Et en préparant ce podcast, je crois savoir que la phase entrepreneuriale est arrivée très tôt dans ta vie professionnelle.
Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette époque-là? Ah oui, c'est une période très, 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 très particulière. Je devais pas être Chris. J'avais fait une reprise d'un magasin Optique 2000 au Centre Alma. Et puis, l'enseigne Optique 2000 avait une possibilité de préempter. À l'époque, je trouvais que le magasin, on avait trouvé avec mon père qui m'accompagnait, que ce magasin était peut-être pas l'emplacement numéro un, qu'il manquait un peu de taille. Et on avait trouvé une autre cellule qui était 60 mètres carrés plus grande et qui était tout en longueur, de sorte à pouvoir avoir beaucoup de linéaires. Parce que déjà à l'époque, ce qui était important pour moi, c'est de la monture, de la monture, de la monture. Donc on avait déjà acheté un autre local pour pouvoir déplacer l'Optique 2000. Et Optique 2000 a utilisé son droit de préemption en utilisant le prétexte que j'étais trop jeune et qu'il faudrait que je revoie ça un petit peu plus tard. Sauf que le pas de porte était acheté ferme, que c'était une boulangerie, qu'il y avait un contrat d'exclusivité qui faisait qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres magasins d'optique. Et donc je me suis retrouvé dans la situation où pendant l'été, il a fallu que je trouve des solutions. Et la seule solution qu'on a trouvée à l'époque, c'était de continuer ce qui était dans ce magasin-là, c'est-à-dire c'était une pâtisserie, boulangerie. Donc j'avais 2 mois pour me former l'été à devenir un pâtissier, boulanger. Et les parents qui étaient charcutiers traiteurs m'auraient aidé pour mes premières quiches, mes premiers hors d'œuvre, etc. Donc ça faisait un petit peu drôle, c'est un peu une chute, mais bon, ça a été la réalité. Et puis, le bailleur m'a fait confiance et a fait tomber cette clause. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à m'installer. Donc, ce que je peux vous raconter d'autre, c'est que j'étais pas fier, que c'était stressant. Et j'ai encore l'image de ma première journée d'ouverture. Je crois que c'était un 27 octobre, un lundi, 1999. Et je me revois encore tourner la clé pour lever le rideau et ouvrir le magasin pour la première fois. J'ai l'impression que ça a dû durer une journée, l'ouverture du rideau. J'ai encore le bruit zzz, 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 et d'un coup, je claque. Et là, c'est fini. C'est comme au théâtre. Boum. Donc dans ma tête, si vous voulez savoir qu'est-ce que je me suis dit, oh le fou, on est bien mal barré. Voilà un petit peu ses débuts. Mais finalement, passé une semaine, ses débuts étaient plutôt top. Les clients étaient au rendez-vous et nous étions 3 au démarrage, voire 4. Et très vite, en première année, nous étions 7. Voilà pour mes débuts. Alors pour nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas de la région bretonne, je tiens à vous le rappeler, le Centre Alma est le plus grand centre commercial de Bretagne. Et Olivier, j'aimerais savoir justement quelle recette, quel positionnement tu adoptes pour rencontrer ce succès aussi rapide. Mon positionnement à l'époque, ça a été directement les marques. Donc à l'époque, c'était Yamamoto, Jean-Paul Gaultier, IDC, ensuite c'était Bellinger. Enfin, c'était très branché créateur et très couture. Alors pourquoi ? Parce qu'au départ, les fournisseurs comme Luxottica, Safilo et le groupe Charmant ne voulaient pas me vendre les montures parce qu'il y avait Optique 2000. Donc il fallait que je fasse avec les autres marques. Donc très vite, on s'est basé là-dessus. Les mutuelles dès le départ, une offre prix extrêmement bien positionnée. Et puis la résolution de cas très très vite qui ont fait que je me suis retrouvé au bout de à peine un mois à travailler ce rendez-vous parce que les ophtalmos me conseillaient sur la ville et disaient prenez rendez-vous avec Monsieur Esto. Donc, j'étais un peu surpris, mais bon, tout de suite, j'ai travaillé ce rendez-vous. Anecdote originale puisque tu parles de rendez-vous qui arrive très tôt toi dans ta vie professionnelle et le groupement HK qui est lui genèse justement de l'utilisation de Calendoc dans les magasins d'optique. Alma, tu y restes combien de temps dans ce magasin, Olivier ? Centre Alma, j'y suis resté de 1999 à février 2006, où là, j'ai repris le magasin de la rue de Nemours et j'ai laissé le bébé Alma à Stéphanie, Mathieu et Jean-Rodolphe.
Donc 2006, l'arrivée du magasin rue de Nemours à Rennes, il y avait déjà plusieurs magasins? Alors, pas encore. Non, ça a été d'abord Centralmar rue de Nemours. Et puis ensuite, dans la foulée, c'est fait Plouermel, Bordeaux, puis la suite des magasins, Angers, etc. Donc focus en 2006 sur la rue de Nemours. Magasin que tu convoitais du coup depuis plusieurs années déjà, puisque si à tes 14 ans, il te faisait déjà de l'œil, j'imagine que tu y as mis beaucoup d'énergie. Ce magasin, c'était un rêve d'enfant de pouvoir être dans ce magasin avec ses niveaux. Ça ressemblait à Alissa Cru de Rivoli, avec ce grand choix monture, cette clientèle exigeante, mais la vraie clientèle rennaise. Donc pour moi, oui, c'était un défi que j'avais besoin de relever. Et c'est toujours aujourd'hui un défi. Et ce qui est une joie, c'est d'avoir ces grands choix de montures dans ce magasin. Donc un magasin très exigeant, un magasin qui est formateur, un magasin qui apprend beaucoup. Alors on va pouvoir faire un retour en arrière, Olivier. Et j'aimerais que tu nous parles de cette personne qui t'est chère professionnellement, qui est chère au groupement, qui l'a bâti avec toi, et d'avoir justement cette histoire entre toi et Serge Klinkov. Ah, ça, c'est clair. Ma, ma vie professionnelle sans Serge ne serait pas la même qu'elle est aujourd'hui. Elle est passionnante parce que on partage à deux ce projet. Serge, je l'ai rencontré parce qu'on m'avait donné un premier parrain chez Chris, qui franchement, je ne veux pas donner son nom, mais bon, il n'était pas terrible, un peu dans un magasin un peu isolé, il était seul dans sa boutique. Et à chaque fois que je lui posais des questions, il ne savait pas me répondre. J'ai dit, avec ça, déjà, je suis bien mal barré. Déjà, j'appréhende mon ouverture, mais je suis un peu mal barré. Et donc, j'ai rappelé Chris en me demandant est-ce que vous n'auriez pas un parrain, mais un parrain de compète. Et donc, ils m'ont dit ah, vous voulez un parrain de compète? On en a un, ça va être Monsieur Kienkov à Fougères. J'ai rencontré. Ça a été un véritable coup de foudre. Il a 10 ans de plus que moi, 9-10 ans de plus que moi. Ça a été un coup de foudre parce qu'on s'est tout de suite entendu. Et il m'a donné tous les tuyaux dont j'avais besoin. Et dès le départ, on s'est appelé tous les jours. Puis très vite, 2 fois par jour. Puis très vite, 3 fois par jour. Donc Serge, ça a été vraiment génial. C'est un peu comme un grand frère. Et ça a été un moment de partage, de partager nos problématiques, de partager notre vision d'entreprise. Et ça a vraiment été... c'est vraiment top. Alors tu parles de coup de foudre professionnel, mais comment est-ce que cette vie pro et comment est-ce que ce groupement HK justement s'est articulé? Comment est-ce qu'il a été créé? Est-ce que vous avez tout de suite travaillé ensemble? Est-ce que vous êtes tout de suite associés? Si mes souvenirs sont bons, à chaque fois qu'on se voyait, on avait les mêmes idées, les mêmes visions. Et on partageait tout pareil. Et à chaque fois, on se disait, pareil, pareil. À un moment donné, on disait, l'optique ne peut pas rester tel qu'il est, les prix vont baisser, il faut se préparer à une baisse des prix, il faut toujours mettre la meilleure qualité aux clients, il faut toujours plus de transparence. Enfin, on partageait vraiment tout. Et puis, vous savez, comme dans un couple, ce qui fait un couple, c'est toujours la complémentarité. On voyait qu'on était extrêmement complémentaires. Cette vision qu'on a eue, on a dit à un moment donné, il faut qu'on puisse s'associer ensemble pour être un petit peu plus fort, mieux acheter et s'unir pour pouvoir créer une entreprise commune. Et c'est ce qu'on a fait. Le premier magasin qu'on a eu en commun a été le magasin de Saint-Médard avec Bruno. Bruno qui est parti à Saint-Médard relever le défi. Ça a continué ensuite avec le magasin de Angers. Et ensuite, il y a eu Saint-Herblain, il y a eu Vélizy, Arcueil, La Roche-sur-Yon, Cognac. Voilà, tous ces projets-là. Je reviens sur tes mots tout à l'heure de coup de foudre professionnel. Est-ce que justement cette complicité est toujours aussi efficace, voire elle est même bonifiée avec le temps? Alors moi, je souhaite ça à tout le monde. C'est un amour qui grandit tout le temps. Il n'y a jamais eu un clash, il n'y a jamais eu une engueulade. Il y a toujours eu un respect, toujours un accompagnement, toujours une bienveillance. C'est vraiment génial et c'est ce qui fait que
Lui comme moi, on n'a pas envie de partir en retraite. On a vraiment envie de travailler longtemps parce que c'est vraiment quelque chose de magique et de magnifique ce qu'on vit ensemble. Alors j'ai la chance de passer du temps avec vous, donc je connais la réponse à la question, mais je pense que les collaborateurs HK aussi ont le droit de savoir et de pouvoir connaître aussi un petit peu mieux les appétences de l'un et les appétences de l'autre. Comment est-ce que justement cette complémentarité a été créée et comment est-ce qu'elle est aussi aujourd'hui efficace? Ce que, ce que fait Serge et qui le passionne, j'aime pas. Ce que moi, il me passionne, ce qui me passionne, ce que j'aime faire, lui, il aime pas. Donc c'est super simple. Il aime l'atelier, j'aime pas ça. J'aime bien faire de la réfraction, il aime pas ça. Il aime faire du politique, je n'aime pas ça. J'aime m'occuper des montures, il s'en fout. Quoique dernièrement, il était jury au Silmo d'Or. Euh, Mais on est vraiment, on a chacun nos positionnements. Donc, il part sur ce qu'il a à faire. Serge est aussi sur la partie négociation avec les fournisseurs. Et puis après, tout ce qui est stratégie de l'entreprise, vision de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on partage tous les deux. Alors c'est très clair, merci Olivier. Si on fait un point à date, à décembre 2021, 26 points de vente, très rapidement 28 avec l'intégration d'Alon, et rapidement 30, début d'année 2022. Aussi 300 collaborateurs. J'aimerais juste te poser la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que, alors déjà, on ne se rend pas compte qu'on en est arrivé là. Donc, déjà, c'est la première des choses. Euh, c'est plutôt parce c'est quelque chose qui se passe dans le ventre, dans le bide, et qui nous anime. C'est quoi qui nous anime? Ce qui nous anime, c'est le client, c'est les équipes, c'est les défis. Et notre fierté, c'est de réussir à aller dans une ville nouvelle et apporter un peu ce message qu'on veut donner à nos clients et d'emmener aussi nos équipes avec ce message qui est un message de on est à votre service, messieurs, dames, on va vous proposer tout ce qu'il y a de mieux au niveau du verre. Si vous avez quoi que ce soit en souci, on sera toujours là pour résoudre votre problème. On est attaché à faire tout ce qu'il y a de mieux en qualité de verre. L'innovation est importante pour nous, on veut vous le partager. Donc c'est ça qui nous a animés. Et puis ce qui nous anime aussi, ce sont nos équipes. Parce que ce sont quelque part nos équipes qui nous poussent à grandir. On sent des collaborateurs qui veulent évoluer, qui veulent grandir, et c'est ça qui pousse à se développer et à faire grandir ses collaborateurs. Voilà où on en est, voilà comment on en est là aujourd'hui. C'est pareil pour l'audition, mais c'est avant tout de l'histoire humaine. C'est surtout ce qui nous intéresse, c'est des aventures. Et à chaque fois, c'est quand on vit une aventure, c'est comment elle va nous faire grandir et qu'est-ce qu'elle va nous apporter, qu'est-ce qu'elle va changer en nous. C'est ça qui nous anime. Alors je l'entends, tu es animé par justement la dimension humaine que t'apporte le groupement HK aujourd'hui. Mais j'aimerais savoir ce que ça t'inspire, le fait d'être devenu le premier groupement d'opticiens sous enseigne en France. Ce que ça m'inspire, alors avant l'inspiration, c'est d'abord de la fierté. De la fierté parce que c'est pas un bonhomme, deux bonhommes, c'est un ensemble de bonhommes, c'est une équipe, c'est un ensemble de personnes qui travaillent avec même objectif commun, partagé. Et ça, c'est top. Ça fait on n'est pas le seul dans un bateau, on est vraiment plusieurs. Après, ce que ça inspire, ça peut inspirer des fois un peu de la peur. Parce que quand on prend un peu conscience qu'on nous sommes 300, ça fait prendre la responsabilité des familles et de ces 300 collaborateurs. Ça fait prendre conscience. Pourquoi je parle des familles? Parce que ça veut dire qu'il faut que nos 300 collaborateurs se sentent bien dans notre entreprise pour que quand elles arrivent à la maison le soir, elles se sentent bien en famille. Donc, c'est une lourde responsabilité. Et puis, c'est une responsabilité parce qu'on veut satisfaire nos clients. On veut qu'ils soient fiers de nos équipes. On veut qu'ils soient fiers des produits qu'on leur propose. Donc ça m'inspire un petit peu de la peur et ça m'inspire un devoir que j'ai vis-à-vis de tous ces acteurs, de toutes ces personnes qui nous entourent. As-tu d'autres fiertés à nous partager, Olivier? Ouais. Les fiertés, c'est de voir
les collaborateurs évoluer. Ça, c'est grandir. Ça, c'est top. Ça, je dois avouer que ça donne le frisson, ça donne la chair de poule. Le consommateur qui félicite les collaborateurs. Alors ça, c'est pareil, ça donne la chair de poule. C'est vraiment génial. Les fiertés, c'est également le prix d'opticien de l'année que nous avons eu tous ensemble. C'est cette reconnaissance par la profession. C'est vraiment extraordinaire. On est quand même 13 000 opticiens. On a réussi à avoir ce titre de l'opticien de l'année. Les fiertés, c'est quand on remet une médaille du travail à quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans de maison. C'est extraordinaire. Ça montre la fierté d'appartenance de ses collaborateurs. Ça montre leur engagement. Ça montre qu'ils croient en nous. Et ça montre qu'on ne doit pas les décevoir et on doit toujours leur donner cette envie de nous suivre et de nous accompagner. Les fiertés, je dirais que elles se trouvent être au quotidien. Et c'est ce que je viens de t'expliquer. Et puis, dans les autres fiertés, c'est le fait d'avoir créé les ateliers centralisés. Ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de changements, mais ça nous a permis à tous de gagner en bien-être et en sérénité en travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Allez, je saute sur l'occasion, tu parles de Boc. Je sais que c'est assez anecdotique aujourd'hui en préparant ce podcast. Et tu l'as dit en amont, t'aimes pas forcément l'atelier, voire pas du tout, et pourtant tu es le fondateur du BOC dans le groupement HK, des BOC, puisqu'aujourd'hui il y en a 4. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? C'est très simple. Ça a commencé que je trouvais que c'était long l'atelier. Alors déjà, je déteste l'atelier. Je ne sais pas allumer une machine, je ne sais pas faire un montage. J'ai jamais su faire ça. Je suis pas manuel, donc comme ça c'est fait, c'est clair. Si vous voulez me mettre dans la panade, vous me demandez d'allumer une meule et de faire un montage. Je regarderai la meule pendant une journée, 2 jours, une semaine, mais il se passera rien parce que je sais pas faire. Comment c'est arrivé? C'est que je sentais qu'il y avait des souffrances dans les équipes d'atelier quand il y avait des surcroîts d'activité. Je sentais des souffrances chez les collaborateurs quand il fallait trouver une péniche pour une livraison client ou une gestion d'un SAV. C'était l'horreur. J'ai connu des fois à être à 3 pour trouver une péniche qu'on ne trouvait pas, pour récupérer un service après-vente d'un client qui datait d'il y a 3 mois. Enfin bon, bref, l'horreur, comme ça se vit dans beaucoup de magasins. Et donc, par rapport à ça, j'ai voulu créer un parcours péniche et créer le process. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans la culture du Lean Management. Et lors des travaux de la rue de Nemours, on a vécu un moment un peu délicat. Les 2 monteurs ont été absents. Et je me suis retrouvé à faire l'atelier la nuit pendant une semaine. Donc je retournais au magasin à 10h le soir, puis je rentrais le matin vers 6h pour me changer, emmener les enfants à l'école, la grande à l'école, et reprendre le métier d'opticien, donc remettre le costume. Et puis, j'étais pas tout seul à devoir surmonter cette étape. J'ai été aussi accompagné de Laurent, avec qui on était dans la cave le dimanche à faire les palpages, à essayer de faire les montages, à essayer de récupérer ce qui se passait. Et j'ai eu d'autres collaborateurs qui sont venus également nous aider. Il y a eu également Hélène qui est venue nous aider. Donc ça a été un moment difficile et j'ai dit plus jamais je vais vivre ça. Plus jamais on vivra un moment aussi difficile quand il y a des gens qui sont en vacances, qui sont malades, etc. Peu importe la cause, il faut qu'on arrive à fluidifier tout ça. Et vu que je suis attaché à retirer les irritants et le stress au travail, c'est comme ça que s'est créé l'atelier centralisé. Et je dois avouer qu'à chaque fois, je vais dans cet atelier centralisé qui s'appelle un BOC, Back Office Esto Kienkov externalisé. Je prends énormément de plaisir à voir ce BOC évoluer, cette équipe d'atelier être fière de ce qu'ils font, avoir cette volonté de faire du beau travail, une remise en question perpétuelle et ils sont dans l'amélioration continue. C'est vraiment un beau projet. Alors, forcément une grande fierté pour toi, mais en plus une fierté aussi de le présenter. Et dans une phase, tu me disais et tu m'expliquais
de présentation de cet atelier centralisé à certains de tes confrères, des adhérents CRIS, on va dire, de toute région, qui viennent voir ces ateliers centralisés, et notamment celui rue Nemours à Rennes. Et c'est vrai que par rapport au retour d'expérience et aux témoignages de ces derniers, bien souvent, ils y voient la poule aux œufs d'or. Ah, ça c'est clair, hein. Quand ils repartent de là, ils ont un peu des paillettes dans les yeux et ils disent, moi, je veux aussi un BOC dans mon entreprise. Je ne veux plus vivre ce que je vis, je veux vivre comme toi, Olivier, et ce que tes équipes vivent. Voilà avec quoi ils repartent. Donc c'est vrai que je pourrais faire un nouveau métier qui serait installer des ateliers centralisés chez mes confrères. L'atelier le sait, aujourd'hui, les visites sont extrêmement régulières. On a même eu la chance hier d'avoir Benoît Potry, député qui intervient énormément sur les réformes de nos métiers et qui défend les opticiens. C'est acté. Lui aussi, il veut un atelier centralisé pour le bien-être de ses équipes et puis pour son épouse, pour ses clients. Alors, il découvre effectivement le confort de travail que ça peut représenter dans un magasin d'optique, le fait d'intégrer un atelier centralisé, mais aussi la destination finale de l'atelier centralisé. Et on le sait, qui est un de tes maîtres mots, la satisfaction du client. La satisfaction du client, c'est ce qui a aussi construit Olivier Esto, l'opticien, l'associé, l'entrepreneur et aujourd'hui le groupement. Oui, donc je dirais satisfaction client, satisfaction collaborateur. Je pense que les deux sont importants. Les deux vont de pair. Effectivement, la satisfaction client, c'est une passion chez moi. Je trouve que c'est tellement beau de servir l'autre. C'est tellement beau de bien s'en occuper. Le beau geste, le beau mot, la belle monture, la belle écoute. Être tourné sur l'autre. Parce que notre métier, la satisfaction client, c'est quoi? C'est répondre aux besoins du client. C'est être à son écoute. C'est savoir qu'est-ce qu'il veut pour lui, qu'est-ce qui est important pour lui et qu'est-ce qu'il attend de moi, opticien. Et une fois qu'on a déterminé tout ça, on a un véritable rôle et on a de la chance d'avoir un métier qui fait qu'on est au service de l'autre et qu'on répond aux besoins de l'autre. Et trouver des métiers qui apportent ça, ben mon Dieu, qu'il en existe peu. Donc oui, la satisfaction client, le beau magasin, les beaux produits, le beau service, la belle organisation, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'anime. Je l'ai déjà dit, ce mot animé, mais c'est vraiment un moteur. Et je suis sans arrêt à rechercher à disrupter le métier ou bien à le faire évoluer. Donc, je serai toujours en mouvement. Des marqueurs forts, la satisfaction client, la satisfaction collaborateur. Je pense qu'il est important aussi que tu puisses nous dire où est-ce que tu vois HK demain. Vers où on va, à quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce que tu peux nous répondre à ce sujet? Alors, ça fait 4 ans que je me prépare, que je réfléchis à l'avenir de ce groupement, de ces magasins. Là où je le vois, c'est pas en nombre de magasins, ça c'est clair. C'est pas ça le but, j'en sais rien. J'en sais rien où on sera, ou combien de magasins. Ça m'est complètement égal. Par contre, ce qui m'intéresse, et là où je veux l'emmener, je suis à la recherche, et c'est un mot qui est important, sérénité. Moi, je cherche la sérénité dans le travail. Je cherche à prendre du plaisir. Je cherche à rire. Je cherche, et nous cherchons à vivre des moments de joie. C'est ça qu'on veut. On veut de la joie dans nos magasins. On veut que ce soit des lieux de joie. Donc ça, c'est ce vers quoi on va. Donc, tant qu'on aura de la joie, tant qu'on aura de la sérénité, nous continuerons. Et c'est aussi d'être tourné sur nos collaborateurs. C'est, comme vous le voyez au quotidien, c'est retirer tous les irritants qu'on peut avoir en magasin. En gros, on veut que du enjoy. On veut pas des sources de stress, on veut que du enjoy. Alors après, on ne peut pas être qu'un monde de bisounours. Il y a des enjeux économiques forts, il y a des pressions des mutuelles, il y a toute la gestion d'une entreprise qui fait que, voilà, on essaye de gérer au mieux entre nos contraintes et quelque part ce que nous, on a envie pour cette entreprise. Alors, il est arrivé le moment pour moi, Olivier, de te remercier pour cette demi-heure que tu viens de m'accorder, de nous accorder. J'espère que ça plaira au plus grand nombre d'entre nous. Et en tout cas, je vous invite
auditeurs, auditrices du groupement HK à venir nous solliciter ou via vos directeurs, directrices en question, de pouvoir nous donner des infos, nous poser des questions, avoir des sujets de podcast qui vous plairaient. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir que de partager ce moment avec toi, Olivier. Et je te remercie sincèrement. Merci à toi, Hugo. Et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode HK.